Les scientifiques sont venus travailler sur des chefs-d'œuvre peints depuis près de 10 000 ans. Une étude in situ qui va leur offrir un incroyable voyage dans le temps. Wow. Mais quand on vient de l'extérieur, là, on voit surtout des taches. Et à mesure qu'on s'habitue à l'obscurité, on voit de plus en plus d'images fines. Et alors, quand on s'approche et qu'on regarde ces images-là, c'est d'une qualité de dessin extraordinaire. Là, quand on voit par exemple la vache qui est là, on voit les oreilles, il y a les poils sur les oreilles. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est un niveau de réalisme qui est extraordinaire. Et donc, on peut se dire, tout ça, c'est des scènes vues et saisies sur le vif. Et donc, on a la preuve évidente que, au moment où ces gens réalisaient ces images, eh bien, dans tout le chemin qu'on vient de faire, où il n'y a absolument rien, où c'est complètement désert, se promenaient des girafes, des éléphants, sans doute d'autres grands animaux. Donc l'éléphant qui est là, il était bien. Il était bien, pas très loin d'ici probablement. À partir de ces dessins, on peut imaginer la vie qui se déroulait ici même, il y a quelques millénaires. Dans les œuvres des peintres préhistoriques, les animaux jouent un rôle central. Cette superposition de dessins prouve qu'au moins 2 cultures différentes se sont succédées sur le plateau de Tajdlaïn. Lesquelles? À quelle période? La suite de l'expédition devrait apporter des réponses. On a remarqué que certaines images en style des têtes rondes étaient situées très 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 haut sur les parois. Tellement haut qu'on se dit que les peintres marchaient sur un sol situé 3-4 mètres au-dessus du sol actuel. Ils ont fait leur peinture, le sol a disparu. Mais en certains endroits, il y a des éléments, des petites poches de sol qui sont restés dans des creux de rochers. Et on a pu analyser ce sol fossile et on a pu les dater de quelque chose comme 9000 avant aujourd'hui. Voilà. Ces poches de sol livrent enfin un premier jalon. À partir de 9000 ans avant notre ère, les têtes rondes colonisent le Sahara. Leur art va se développer sur tous les plateaux du sud de l'Algérie et de la Libye. Ces hommes sans visage fascinent les chercheurs. Le seul élément réaliste, ce sont les animaux sauvages, l'autre thème favori des peintres de l'époque. Les peintres des têtes rondes ont représenté par exemple des éléphants. Pour avoir des éléphants, il faut beaucoup de fourrage, parce qu'un éléphant, ça mange quelque chose comme 300 kilos de fourrage par jour. Et les éléphants, ils vivent en groupe. Donc un troupeau d'éléphants qui se promène ici, il faut beaucoup d'herbe. On a une image qui commence à apparaître des éléphants qui passent ici et puis qui se nourrissent en marchant, etc. Il y a des girafes sans doute assez abondantes. Et ils nous ont représenté des hippopotames, tout un tas d'animaux qui nous permettent d'imaginer le paysage et de faire revivre ce paysage tel qu'il pouvait être à l'époque où ils faisaient les peintures. Et donc, à cette époque-là, on peut se dire que pour des chasseurs-cueilleurs, c'était quand même un environnement qu'on peut pratiquement dire idéal. Les habitants du Sahara vert ne le savent pas encore, mais les jours de cette savane arborée sont comptés. Un changement de société radical se prépare.
Il nous est raconté dans ce grand livre d'images que nous ont transmis les peintres de la préhistoire. À Paris, on restaure l'un des plus grands relevés Lotte. Un nouveau style de peinture succède à celui des têtes rondes. Voici venu le temps des peintres d'IRN. Ces spécialistes du dessin aux traits millimétriques. Aux animaux sauvages succèdent maintenant les troupeaux de bovins. Pour les archéozoologues, ces vaches constituent un marqueur chronologique indiscutable. Quand on voit la représentation là, de ce grand troupeau de bovins, on est marqué à la fois par le nombre d'individus qui sont représentés, mais aussi par les détails. On voit qu'on a des vaches unies, on en a qui ont des taches de différentes couleurs, des taches plus ou moins grandes. Ça montre qu'on est dans un processus de domestication qui est déjà bien abouti, puisqu'il y a beaucoup de mammifères qui ont le gène en eux de la polychromie, mais qui n'est pas exprimé. On sait que l'auroch, donc le bœuf sauvage, était monochrome. Et à partir du moment où il a été domestiqué, là, la polychromie s'est installée.